D'inquiétude. Bonjour Patrick Christian d'abord. Eh bien, bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole, bonjour à nos téléspectateurs. Oui, vous faites bien de le dire. Un tout petit brin d'espoir, tel qu'on l'imaginait, qui arrive avec de nouvelles qui viennent du monde scientifique et particulièrement de la France. Même si, vous avez encore raison de le dire, les inquiétudes sont plus que nombreuses. Ah, tout à fait. Hein. C'est une thérapie qui a été validée en France, malgré de nombreux débats. On en parle ce matin. Oui, il est devenu très célèbre depuis ses coups de gueule. Lui qui fait partie du conseil scientifique de la France, même si ces temps-ci, en tout cas depuis un peu plus d'une semaine, il décidait de ne plus prendre part, n'est-ce pas, aux séances de travail de ce conseil scientifique. Pour ne pas le citer, le docteur Didier Raoult, qui est un virologue et qui a justement son cabinet du côté de la ville de Marseille, qui donc, depuis le déclenchement de l'épidémie dans sa phase meurtrière de masse, a clamé haut et fort au regard d'un certain test qu'il faisait dans son cabinet, administré à certains patients de manière évolutive, a clamé haut et fort qu'il avait une thérapie à base de chloroquine, associée, c'est vrai, à un antibactérien. Et malheureusement, cela n'a pas trouvé auprès de ses confrères scientifiques et même du monde scientifique à l'échelle internationale une adhésion. Vous comprendrez bien que dans ce domaine-là, en matière justement de manipulation de molécules et autres dans l'industrie pharmaceutique, on parle souvent de prudence parce qu'au-delà de la capacité d'un médicament à traiter une pathologie, il y a aussi ce que quelques-uns considèrent comme étant les effets secondaires. Les effets secondaires qui peuvent entraîner plus de difficultés ou de pathologies que le mal qu'on cherchait à soigner. Et donc, dans ce débat entre scientifiques, chacun y est allé justement de son argumentaire. Même chez nous ici, les scientifiques, à leur niveau, ont difficilement donné un regard totalement positif sur la question. Quelques-uns, même au-delà de nos frontières, on a d'ailleurs, dans nos éditions de journaux présentés à nos téléspectateurs, souvent eu quelques-uns de nos compatriotes exerçant du côté des États-Unis ou quelques-uns spécialistes dans les questions de virologie qui donnaient des avis avec beaucoup de réserve. Ce qui n'est que normal parce que le monde scientifique, c'est d'abord des étapes, des preuves. Et finalement, quelques-uns disent on en arrive à ce qu'il faut démontrer avec une méthode qui doit respecter les normes en la matière dans le monde scientifique. Et certains lui opposaient justement de n'avoir pas suivi les mécanismes érigés en la matière pour arriver à cette fin-là et à cette conclusion au point de la faire adopter par d'abord le monde scientifique du côté de la France à l'unanimité et à l'échelle internationale. Même si on sait que le président américain lui-même s'était vanté de dire qu'ils étaient sur les traces d'un médicament à base justement de cette quinine-là qui pourrait permettre de résoudre le problème. On a parlé justement des films du côté de l'Allemagne qui s'y évertuaient, mais lui, il était catégorique et il affirmait mordicus qu'il ne peut pas s'accommoder d'un certain nombre de contingences et que son sermon d'Hippocrate prêté lorsqu'il devenait médecin l'obligeait avant tout à sauver des vies qu'à s'accommoder d'un certain nombre de protocoles. Et on l'a vu, d'ailleurs même, clamant haut et fort son désaccord et tensant même de doigt un certain nombre de comportements qui, de son point de vue, étaient à la faveur des lobbies pharmaceutiques et politiques aux dépens de la vie humaine. C'était justement le discours du docteur Didier Raoult qui a pratiquement ébranlé justement la dynamique qui semblait aller vers une mesure tout azimut. Et pour lui, il était inadmissible de voir autant de gens partir. Et il avait même de petites formules, comme quoi ne rien faire, c'est voir les gens mourir. Et nous ne perdons donc rien à essayer ce qui sauve quand même quelques vies, au lieu de regarder autant de gens mourir sans rien faire. Voilà. Maintenant, que la France, depuis ce 25 mars, décide par décret
de rendre applicable justement la thérapie, tout au moins pour ceux des malades déjà en situation d'infection, la thérapie pour laquelle ce docteur-là se battait. On peut dire, certains peuvent dire que c'est une victoire pour lui, même si cela demande encore, sur le plan de l'application, un certain nombre de précautions. Mais ça donne quand même un brin d'espoir. Et c'est en cela qu'on revient sur cette titraille que nous prenons pour ce regard sur l'actu. Un brin d'espoir parce que dans cet océan justement de désastres, de décès, vous voyez les nombres, que ce soit en France, en Italie, en Chine et partout ailleurs, on avait finalement le visage d'un monde devenu impuissant, incapable de réagir. Il faut remonter à très longtemps et voir des épidémies comme la peste pour terrasser justement le monde scientifique, comme cela est le cas. Nous avons, c'est vrai, d'autres scientifiques nous le diront, et d'autres observateurs, de nombreux malades, notamment chez nous en Afrique, qui meurent de suite de paludisme. On sait très bien, peut-être pas à ce niveau, les dégâts qu'un virus comme le virus Ebola a eu chez nous en Afrique, encore qui n'est pas encore totalement maîtrisé, mais la manière avec laquelle ce coronavirus, et notamment dans sa parution, sa version, sa mutation de 2019 est arrivée, ébranle le monde. Peut-être parce que aussi le rendement médiatique y est allé, mais parce que c'est une réalité qui a donné justement l'impression de ce que le monde était incapable de réagir. Et ce docteur-là a voulu s'ériger contre le monde, contre son compère du monde scientifique. L'histoire lui donne à peu près raison actuellement, mais attendons de voir les développements pour voir si sa théorie tiendra et si finalement l'efficacité de ce qu'il a clamé haut et fort se fera et s'imposera à tous. Voilà, il est important également de rappeler que malgré tout cela, le risque est toujours exponentiel chez nous, M. Patekisyanova. Écoutez, certains disent que lorsqu'il pleut à Paris, lorsqu'il a un mauvais temps à Paris, il est facile de voir nos capitales. Douala, Abidjan, Brazzaville, Libreville, Bangui, et j'en passe. Il est très évident de s'attendre à ce que nos capitales, nos pays africains en général, soient mouillés parce qu'il pleut à Paris. Bon, on a envie de dire que si cette assertion se vérifie dans le cas des tristes événements et des malheurs, elle n'est toujours pas avérée lorsque les bonheurs et les joies arrivent de ce côté-là. Et donc, nous ne nous attendons pas, et ça il faut être pragmatique, à ce que une solution, fût-elle trouvée du côté de Paris à l'instant, se retrouve chez nous. C'est un brin d'espoir, nous le disions, mais c'est un brin d'espoir qui continue de nous laisser dans notre lot d'inquiétude à nous, et de peur même. Parce que figurez-vous, nous disions dans un de nos posts que des pathologies et des virus comme le corona aiment bien le désordre, les mentalités désordonnées qui malheureusement nous animent, l'indiscipline dans laquelle nous nous battons pour rester. Et donc forcément, la propagation d'un tel virus peut aller à une échelle encore plus dangereuse que ce qu'on a vu chez les autres. On se féliciterait de voir aujourd'hui qu'il y ait ces traitements qui arrivent sans que nous ne soyons atteints comme nous sommes atteints là. Mais le fait que nous soyons atteints nous désole parce que le mal est déjà là. Il est peut-être là à une échelle qu'on ne maîtrise même pas encore. Parce que les tests et les dépistages, en tout cas les cas annoncés, sont ceux qui sont officiellement déclarés et qui ont bien voulu se déporter vers les endroits pour être dépistés ou qui ont été dépistés à l'entrée du pays. Imaginez-vous, ceux qui ont joué au petit malin, qui se sont retrouvés dans des endroits ou bien qui sont allés contaminer ça et là et qui n'aient pas été déclarés, ce qu'ils vont pouvoir transmettre en termes de contagion dans notre pays. Et donc forcément, ça ne nous met pas à l'abri de la contagion de masse. Et que ça n'est pas parce qu'on parle d'un brin d'espoir qui vient du côté de la France qu'on va finalement relâcher un effort qui n'était même pas déjà avéré, qu'on va relâcher une discipline que nous avons même déjà de la peine à constater, qu'on va relâcher les efforts demandés en matière d'hygiène basique et de protection qui ne sont même déjà pas suffisamment appliqués. Et donc, le danger que nous on peut avoir, c'est de voir les autres dans une discipline finalement imposée chez eux, en train de courir vers l'administration d'un traitement curatif, peut-être se mettre dans un brin d'espoir légitime. On peut avoir le danger, nous, de fêter à la place de ceux qui ont la solution et de mourir en fêtant pour les autres.
Et voilà donc le paradoxe et le défi auquel nous sommes imposés aujourd'hui. Parce que on peut se demander de qui on se moque quand on regarde nos comportements. Nous culturalisons, on va nous dire, mais regardez ces images. Dans les marchés, c'est vraiment difficile de s'imaginer que nous sommes dans une période, malgré les campagnes de sensibilisation qui montrent quand même, on voit des acteurs de différents bords, au-delà de la volonté du gouvernement qui se manifeste avec plus ou moins justement de pertinence sur certains aspects. On voit d'autres acteurs privés s'y mettre, les Camerounais, quelques-uns de bonne volonté, essayent de marteler le risque, le danger autour de cette pandémie-là. Mais on constate que justement les réflexes, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Allez donc voir devant les compagnies ou les compagnies qui nous fournissent de l'énergie électrique ou bien de l'eau dans nos domiciles. Comment les gens sont entassés pour payer leurs factures. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns hier. Nos compatriotes se mettent en rang. Les distances requises ne sont du tout pas respectées. Et cette affluence-là, on a l'impression que quand vous êtes dehors, en rang et massé, cela ne porte pas de risque comparé au fait que vous soyez à l'intérieur. Eh bien, vous prendrez ça de l'extérieur et vous ramènerez ça à l'intérieur, même si à l'intérieur, il y a des écarts. Il y a des situations qui nous amènent à nous poser la question de savoir si effectivement on a un discours dans le sens de cette pandémie qui sied pour quelques heures et qui n'a pas d'effet. Comme si certains étaient immunisés par nature et d'autres pas. Les comportements que nous observons continuent justement de nous offusquer. Et c'est en cela qu'on se demande si on est conscient du danger que cela représente. C'est vrai, quelques-uns disent que l'arrivée d'un traitement comme celui qui est annoncé pourrait être accessible à tous, mais il faut déjà que cela soit disponible chez nous. Et cela n'est pas le cas. Et après, personne n'est actuellement vacciné. On n'est même pas à l'ordre d'un vaccin pour parler de prévention qui pourrait finalement permettre aux gens de croire qu'ils sont immunisés face à la maladie. Et donc cette situation interpelle parce que le risque est grand chez nous. On ne peut pas se contenter, même si on doit se féliciter de ce qui peut apparaître comme un tournant dans cette pathologie, en attendant de voir les développements dans les jours à venir. On ne peut pas se féliciter de voir une nouvelle qui arrive chez les autres et de rester dans notre désordre. Voilà le grand défi, notre désordre et notre incapacité à nous rendre compte de ce que le mal est près de nous. Peut-être même qu'il est en nous sans qu'on ne le sache. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Patrick Christian-Debeau, d'être passé ce matin pour cet autre numéro de Regard sur l'actu. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi. Écoutez, nous, on espère simplement que le poids de cette pathologie sera évacué, comme le poids de votre poids, qui est finalement disponible et qui nous donne aussi la possibilité de penser souvent à prendre des décisions radicales, même si elles ne sont pas comprises par les autres. Quand vous avez la véritable raison d'une décision et que vous sentez qu'elle a son sens, son utilité et qu'elle est vitale, vaut mieux s'y engager. Mais il y en a qui disent tout simplement que non, vraiment, le livre long passe la peine de bon, moi je vais prendre le poids. Non. Prendre le temps de lire un livre, c'est pas forcément parce que vous voulez perdre du poids. Lire un livre, c'est pour s'instruire et surtout apprendre de nouvelles choses. Et dans ce livre, vous n'avez pas que l'histoire relative à la perte de poids de surface. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et l'élément important, c'est la prise de décision. Tout à fait. Pourquoi on prend une décision? Pourquoi on s'engage dans un sens plutôt que dans l'autre? Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour être résistant? Parce qu'il y a toujours des tentations, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Comment on y arrive? Et c'est peut-être le mérite que Soflan a eu dans cet engagement d'être justement fixé sur son objectif, de résister aux contingences et de voir l'utile, le plus utile dans la démarche qui lui a permis d'atteindre son objectif. Bon, je pense que le prochain regard sur l'actu sera sur le poids de mon poids. Merci beaucoup, M. Patrick Christian-Debeau. C'est très très touchant. Je ne sais même plus quoi dire finalement. Je vous écoute et je suis oula. Bon, écoutez, les téléspectateurs le voient par les yeux et constatent qu'on ne peut pas y arriver si on n'est pas déterminé. Mais je suis quand même heureux parce qu'il y a une dédicace à l'intérieur. Ils sont chouchouillés. Aurais-je vraiment fondu comme c'est le cas si je n'avais pas reçu le soutien appuyé d'un certain nombre de personnalités, parents, amis, collègues et surtout mon chouchou. Eh bien parce que tu es un amour et que tu es une personne très très posée. Eh bien ce matin, pour te faire plaisir et pour te dire à quel point tu es extraordinaire, tu es formidable, te dire encore félicitations pour cet ouvrage, voici Daniel Aranda, posé, c'est le titre.